Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend, me voit, c'est pas très grave, mais m'entend. Je vous propose ce webinaire sur les motifs personnels de licenciement et la notification du licenciement pour motif personnel, qui est un exercice qui peut se révéler piégeux. Donc, ce webinaire est animé par Élodie Expert, qui est rédactrice juriste en droit social aux éditions Francis Lefebvre. Elle s'occupera du chat et des réponses à vos éventuelles questions. Et moi, Laurence Méchin, qui suis aussi juriste en droit social à la rédaction des éditions Francis Lefebvre et qui suis responsable du mémento social. Donc, on vous a préparé un support, un PowerPoint assez costaud. On n'aura pas le temps de tout passer en revue en une demi-heure, mais vous pourrez le télécharger à la fin du webinaire si vous voulez y retrouver les informations qu'on vous aura présentées. Et vous verrez à la fin de ce PowerPoint que nous vous proposons un essai gratuit à Navis qui propose toute notre documentation sociale et dans laquelle vous retrouverez tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on produit sur le licenciement pour motif personnel. Et notamment, ce qui peut vous intéresser, on a des tableaux qui compilent des exemples de licenciement pour motif personnel en les classant selon ce que le juge aura décidé. Absence de cause réelle et sérieuse, faute grave, faute lourde. Donc, c'est une compilation d'exemples depuis plusieurs années. C'est très riche et c'est très intéressant. Nos clients les apprécient beaucoup. Et par ailleurs, nous allons publier le 10 décembre prochain un numéro de notre revue Feuillet rapide sociale spécial motif personnel de licenciement, où nous ferons un dossier assez écrit. Nous reprendrons les meilleurs exemples, les exemples les plus intéressants de motifs de licenciement de l'année 2020. Et nous mettrons aussi des infographies de procédure. Et puis, nous mettrons les réponses à vos questions, aux questions que vous poserez au cours de ce webinaire. J'essaierai de prendre le temps de répondre à des questions à la fin, mais une demi-heure, c'est court. Si on n'a pas le temps, sachez que vous retrouverez des réponses à vos questions dans ce numéro spécial du Feuillet rapide auquel vous aurez accès via cet essai gratuit. Donc, allons-y pour notre sujet du jour. Donc d'abord, quand on notifie un licenciement personnel pour motif personnel, vous le savez, il faut justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. C'est des mots qu'on connaît, mais parfois on se souvient plus ce qui se cache derrière ces notions. Donc la cause réelle, ça signifie que les motifs doivent être avérés, objectifs, précis et prouvable par l'employeur. Et la cause sérieuse, ça signifie que ces manquements, ils doivent être suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail et pas simplement une sanction disciplinaire quand on parle d'une faute ou un rappel à l'ordre ou une formation si on est dans l'insuffisance professionnelle. Donc, il faut avoir des motifs consistants, il faut que ces motifs soient objectifs. On sait que depuis longtemps, la perte de confiance ne constitue plus une cause réelle et sérieuse de licenciement pour les juges. Il faut aussi avoir à l'esprit que certains motifs de licenciement sont interdits, formellement prohibés. On le sait, c'est la discrimination, c'est la violation d'une liberté fondamentale du salarié. On ne peut pas dire dans la lettre de licenciement, évidemment, je vous licencie parce que vous détenez un mandat de représentant du personnel et que ça perturbe votre travail et l'organisation de mon entreprise. Ça, c'est pas possible. Et là, le licenciement sera automatiquement jugé nul. Alors, on a classé les motifs de licenciement en trois types, trois grandes catégories. Il y a évidemment le licenciement disciplinaire, la faute du salarié, qui est le grand classique et probablement le plus fréquent. Les motifs non disciplinaires qui occupent une part importante du contentieux parce que c'est des motifs plus compliqués à manipuler, c'est des procédures plus complexes. C'est le licenciement pour insuffisance professionnelle et les motifs liés à l'état de santé du salarié, c'est-à-dire ses absences
qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, son inaptitude physique. Et puis, il y a aussi des catégories de motifs qu'on a qualifiés d'hybrides, faute de mieux. C'est tout ce qui est lié à la vie personnelle du salarié et tout ce qui est lié à la modification du contrat de travail, où on peut être en motif disciplinaire ou non disciplinaire selon les faits et les circonstances. Donc, s'agissant du licenciement pour faute, là, je vais pas m'étendre parce que les règles de base, on les connaît. C'est que pour donner lieu à un licenciement disciplinaire, il faut que le salarié ait commis une faute, c'est-à-dire qu'il ait manqué volontairement aux obligations découlant de son contrat de travail, et la faute ne doit pas être prescrite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir plus de 2 mois et elle ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'une sanction. Un conseil dans ce domaine-là, en tout état de cause, bien vérifier votre règlement intérieur et la convention collective qui peut toujours prévoir des règles de procédure particulières. Désolée, mon PowerPoint met un peu de temps à défiler. Donc, les fautes, il y a 3 catégories de fautes. C'est pareil, là, je vais pas m'étendre parce vous le connaissez, vous le savez. Il y a la faute simple, celle qui est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, mais pas immédiatement tout de suite, contrairement à la faute grave qui, elle, impose que la procédure soit engagée extrêmement vite. Et la faute lourde qui est celle commise avec l'intention de nuire à l'employeur. Ça, j'insiste parce que c'est des contentieux qui reviennent très, très souvent. La faute lourde, c'est pas là une faute extrêmement grave, c'est une faute commise avec l'intention de porter préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Donc un vol, par exemple, même si il porte préjudice à l'entreprise, n'est pas forcément commis avec l'intention de nuire à l'employeur et ne va pas constituer une faute lourde. Sur le point important sur le licenciement pour faute, c'est d'avoir toujours à l'esprit les circonstances. Parce que pour qualifier la faute, excusez-moi, j'ai perdu mon PowerPoint, voilà. Pour qualifier la faute, il faut toujours tenir compte de circonstances qui peuvent être soit atténuantes, soit aggravantes. C'est-à-dire que si le salarié qui a commis une faute importante est un salarié qui est dans l'entreprise depuis 20 ans, qui n'a aucun dossier disciplinaire, qui a toujours exécuté correctement son travail, là, il y a une circonstance atténuante qui va probablement justifier, dans beaucoup de cas, que la faute grave soit requalifiée en faute simple. Par contre, il y a des circonstances qu'on peut qualifier d'aggravantes. C'est par exemple, la même faute ne va pas être appréciée de la même manière si elle est commise par un jeune apprenti ou par un salarié qui a 30 ans d'expérience et qui du coup aurait dû savoir qu'il était en train de commettre une erreur. Donc ça, c'est extrêmement important de bien qualifier la faute. On va passer au licenciement sans faute cette fois, où on est donc sur le non disciplinaire. Alors il y a le licenciement pour absence répétée ou absence prolongée pour maladie. C'est un licenciement qui occupe aussi une part importante dans le contentieux parce que il ne peut être prononcé qu'à certaines conditions bien précises. C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise soit perturbée par l'absence du salarié et que cette perturbation soit suffisamment importante pour justifier et la rupture du contrat de travail du salarié et l'embauche d'un autre salarié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répartir la tâche entre les collègues du salarié qu'on a l'intention de licencier. Ça, aux yeux d'un juge, ça ne passera pas. Il faut vraiment vérifier que embaucher à tous les coups, c'est-à-dire soit directement sur le poste du salarié, soit en cascade en le remplaçant par un de ses collègues et en embauchant quelqu'un au poste de son collègue. Mais il faut toujours qu'il y ait une embauche et que l'employeur soit capable d'en justifier devant le juge. Et toujours vérifier qu'il n'y a pas dans votre convention collective une période de garantie d'emploi qui interdit à l'employeur de licencier pendant cette période pour une maladie. Et attention, si jamais l'absence du salarié est due au harcèlement qu'il a subi, le licenciement sera jugé nul. Donc, faire bien attention. Dans les licenciements sans faute, il y a aussi le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Là, c'est un licenciement pour lequel, pareil, il faut faire très attention. L'insuffisance professionnelle, c'est l'incapacité du salarié à remplir correctement les tâches pour lesquelles il est censé pouvoir faire le job. Il a les compétences, sur le papier, il a les diplômes, mais il n'y arrive pas, malgré des efforts éventuels de formation par l'employeur, il n'y arrive pas. Là, on peut le licencier pour insuffisance professionnelle, mais il y a certains critères qu'on vous a rappelés dans notre présentation. Et il faut faire très attention à ne pas se placer sur le terrain de la faute, parce que là, si le salarié va devant le juge, il obtiendra systématiquement l'absence de cause réelle et sérieuse, parce que l'insuffisance professionnelle n'est pas disciplinaire, elle est vraiment sans faute. Dans les licenciements sans faute, il y a évidemment le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, qui est souvent assez périlleux pour l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce licenciement parce que c'est pas le sujet, ça peut être le sujet d'un webinaire entier, mais toujours avoir bien à l'esprit les étapes de la procédure à respecter, la consultation du CSE, la notification écrite de l'impossibilité de reclassement si c'est le cas. Et rappelez-vous que sans licenciement ni reclassement au bout d'un mois, après la visite de reprise, le salaire doit être repris. Donc, il y a en plus des contraintes de temps assez certaines. Et là encore, si l'inaptitude physique résulte du harcèlement moral que le salarié a subi, le licenciement sera jugé nul. Alors, l'effet de la vie privée du salarié, c'est un vaste sujet qui est toujours très délicat pour les entreprises comme pour les salariés. Par exemple, le retrait du permis de conduire du salarié dans le cadre de sa vie privée. Est-ce que on peut ou pas être licencié pour ce motif? Alors, il faut toujours avoir à l'esprit que par définition, un fait de la vie personnelle du salarié, n'est pas fautif, parce que le salarié est hors du pouvoir de direction de l'employeur par définition quand il est dans le cadre de sa vie privée. Donc, on ne peut pas lui reprocher une faute. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le trouble que son comportement a causé dans l'entreprise. L'exemple horrible et classique, c'est un salarié qui a été condamné dans le cadre de sa vie privée pour des faits de violence sur des membres de sa famille. Et ses collègues font part de leur émoi à l'employeur en disant qu'ils se sentent pas capables de retravailler avec cette personne. Là, on peut considérer qu'il y a un motif légitime, un trouble, une perturbation d'entreprise qui peut justifier le licenciement du salarié. Alors, donc non disciplinaire, donc avec un préavis, avec des indemnités de rupture, mais le contrat peut être rompu. Par contre, on peut se remettre sur le terrain du licenciement disciplinaire dans deux cas de figure. Si le fait commis par le salarié se rattache à sa vie professionnelle, c'est-à-dire que il a été commis, par exemple, en dehors du temps et du lieu du travail, mais à l'aide d'un instrument de travail. C'est par exemple l'exemple du vol qui a été commis un week-end, mais avec un camion de l'entreprise, identifié avec le logo de l'entreprise. Ça, on peut se placer sur le terrain disciplinaire. Et il y a aussi le cas du licenciement pour un manquement à une obligation découlant du contrat de travail, la loyauté, la sécurité, la discrétion. Si, par exemple, le salarié utilise des informations d'entreprise dans le cadre de sa vie privée pour monter une société concurrente, là, clairement, la sphère du contrat de travail reprend le dessus et on peut se placer sur le terrain de la discipline. Dernier motif de licenciement évoqué ici, c'est la modification du contrat ou des conditions de travail. S'agissant de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, c'est-à-dire la durée, la rémunération, par exemple, il faut se placer sur le terrain qui a motivé la modification. Donc, si par exemple la modification qui était proposée, c'était une rétrogradation disciplinaire, le licenciement sera disciplinaire en cas de refus du salarié, puisque ce sont les mêmes faits qui vont justifier le licenciement. Si par contre le licenciement est justifié par le salarié qui refuse une modification de la partie variable de son salaire dans le cas d'une promotion assortie d'une augmentation, là, on ne sera pas sur le terrain disciplinaire. Il n'a pas commis de faute, simplement, il n'est pas d'accord. Donc,
On passe au non disciplinaire. En revanche, en cas de changement des conditions de travail, c'est-à-dire décidé par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction ou en application de clause du contrat de travail, typiquement une clause de mobilité, là, le refus du salarié est généralement fautif, sauf exception, et on sera sur le terrain de la faute, alors qu'il n'est pas forcément une faute grave. Alors, à chaque motif de rupture invoqué correspond à une procédure particulière. La plus basique, c'est le licenciement non disciplinaire, où là, c'est pas très compliqué. On convoque le salarié à l'entretien préalable. Au moins 5 jours ouvrables après, on réalise l'entretien. Et au moins 2 jours après, si 2 jours ouvrables après, si on est toujours convaincu que le licenciement est justifié, alors on notifie la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, surtout pas de licenciement verbal, ni de licenciement comme on en entend parler de temps en temps, c'est des sujets un peu à la mode, par SMS, par email. Non, privilégier les solutions classiques, la bonne vieille lettre recommandée, éventuellement électronique, mais c'est ce qui est de plus sûr et de plus fiable. Et rappelez-vous que le contrat est rompu au jour de la notification du contrat de travail, c'est-à-dire au jour de l'envoi de cette lettre recommandée. La procédure disciplinaire, c'est la même à deux grosses exceptions près. D'abord, le délai de prescription des faits fautifs, les faits justifiant le licenciement ne doivent pas être trop éloignés du lancement de la procédure, et en tout état de cause, il ne doit pas s'écouler plus de 2 mois entre les faits, le jour où l'employeur en a une connaissance exacte, s'il a dû mener une enquête, et la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement. Sachant que si vous vous placez sur le terrain de la faute grave ou de la faute lourde, n'attendez pas 2 mois, il faut mettre ça en œuvre dans un délai restreint. Et le délai de notification du licenciement, il est de 1 mois maximum. Ça signifie qu'entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, il ne peut pas s'écouler plus d'1 mois, sinon la procédure est nulle et non avenue. Et en cas de licenciement disciplinaire, l'employeur peut décider de mettre en œuvre une procédure de mise à pied conservatoire, c'est-à-dire que s'il considère que la faute commise par le salarié est grave ou lourde et qu'elle justifie son éloignement de l'entreprise, alors il peut notifier cette mise à pied. Dans ce cas, il faut convoquer le salarié immédiatement à l'entretien préalable. Quant au licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, on l'a évoqué tout à l'heure, sauf si le médecin du travail dispense expressément l'employeur de rechercher un reclassement. Il faut respecter scrupuleusement cette procédure, convoquer le CSE pour l'entendre, y compris, la Cour de cassation vient de le rappeler, y compris dans le cas où on n'a aucune proposition de reclassement à formuler, il n'y a aucun poste disponible dans l'entreprise. N'empêche qu'il faut quand même convoquer les représentants du personnel. Ensuite, quand on a des propositions, les soumettre aux salariés. S'il les refuse ou si là aussi on n'a aucune proposition à lui soumettre, loyalement, l'informer par écrit des motifs justifiant l'impossibilité de reclassement, puis engager la procédure de licenciement, sachant que je vous rappelle que si il s'écoule 1 mois entre la visite de reprise et depuis la visite de reprise, et que les salariés n'est ni licencié ni reclassé, il faut reprendre le versement de son salaire. Et puis, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est quand même un classique du licenciement, mais si le salarié est protégé, c'est-à-dire s'il détient un mandat de représentant du personnel ou un mandat extérieur à l'entreprise, et c'est sur ces mandats-là qu'il faut faire attention particulièrement, c'est-à-dire conseiller prud'homme, conseiller du salarié, si vous êtes informé de ce mandat. Vous devez convoquer le salarié à l'entretien préalable après avoir auditionné, après que le salarié ait été auditionné quand il détient un mandat d'élu ou de représentant syndical au CSE, de représentant de proximité, il doit être auditionné par le CSE et le CSE doit avoir émis un avis à bulletin secret sur le licenciement envisagé. Et puis, bien sûr, vous devez saisir l'inspecteur du travail qui va mener son enquête, et le licenciement ne peut pas être notifié avant d'avoir réceptionné
l'autorisation de l'inspecteur du travail, et sachant que, sauf mise à pied conservatoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail, qui peut prendre jusqu'à 2 mois, il faut maintenir le salarié en poste et le rémunérer. Donc, comment bien motiver le licenciement? Il y a une règle de base, c'est que la lettre de licenciement, la jurisprudence juge de manière constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Donc, cette règle, elle est fixée par le Code du travail et elle est interprétée par le juge de la manière suivante. Parce que la lettre de licenciement, son premier rôle, c'est de faire comprendre au salarié concrètement pourquoi son contrat de travail est rompu et lui expliquer les raisons de cette rupture. Mais dans un deuxième temps, si le salarié va au litige, la lettre de licenciement, elle a pour objectif d'expliquer clairement au juge les raisons qui ont justifié la rupture du contrat de travail, et donc elle fixe les limites du litige, c'est-à-dire que le juge doit se baser exclusivement sur la lettre de licenciement pour vérifier que le licenciement était ou non justifié. Donc concrètement, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que le licenciement doit impérativement avoir été notifié par écrit au salarié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une lettre, pas un SMS, même pas un email, une lettre écrite et envoyée en recommandé. Une lettre qui indique le motif de la rupture du contrat de travail, ce qui explique pourquoi le contrat de travail est rompu. Une lettre qui qualifie les faits, c'est-à-dire que dans cette lettre, l'employeur va dire, par exemple, s'il se place sur le terrain disciplinaire, qu'il dise clairement au salarié qu'il lui reproche une faute. Mais une fois qu'il a opté pour cette qualification et que la lettre donc a été notifiée au salarié, il ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si, par exemple, il s'est placé sur le terrain disciplinaire, reprenons le cas d'un motif hybride, la vie privée du salarié, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire et a reproché une faute au salarié, impossible de changer d'avis et de se dire ah ben non finalement on était quand même vraiment dans le cadre de la vie privée et je pouvais pas me lancer sur le terrain disciplinaire. Là c'est trop tard. Si le salarié va au litige, il obtiendra gain de cause. Le juge se contentera de constater que on n'est pas sur le terrain de la faute et donc le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce principe, ça signifie aussi qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer des motifs une fois que le licenciement a été notifié. Une fois que le salarié a été informé des motifs de la rupture, l'employeur ne peut plus dire « Ah oui, et puis je vous reproche aussi d'eux et vous vous êtes absenté. » Et voilà, c'est trop tard, c'est fini. Et par contre, je vous expliquerai sur la slide d'après comment il peut préciser les motifs. Les motifs déjà invoqués peuvent être précisés, mais ne peuvent pas être modifiés. Et tous les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont pris en compte par le juge pour apprécier la légitimité de la rupture. Ça signifie, par exemple, que si l'employeur invoque 2 motifs, ce qu'il peut faire, on peut invoquer 2, 3, 4 motifs, on peut invoquer un motif économique et un motif personnel. Et s'il invoque 2 motifs, par exemple, un qui va constituer aux yeux du juge une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais un autre qui est discriminatoire, par exemple, vous avez commis un abandon de poste et vous avez eu un enfant et ça c'était un crime, vous m'avez mis un couteau dans le dos pour la gestion de mon entreprise, le licenciement sera automatiquement jugé nul. Alors, la précision des motifs de licenciement, c'est une nouveauté qui a 3 ans maintenant, qui est issue des ordonnances Macron, qui ont réformé le Code du travail. Donc, les motifs qui ont été énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l'employeur, soit à son initiative, soit sur la demande du salarié. Donc, c'est possible dans un délai de 15 jours après la notification du licenciement.
alors normalement, la notification du licenciement d'après les juges, c'est la date d'envoi de la lettre de licenciement. Le ministère du Travail vient de publier un question-réponse sur la rupture dans lequel il dit que ce délai de 15 jours s'écoule à compter de la date de réception de la lettre de licenciement. Moi, par sécurité, je vous conseille, si vous souhaitez préciser les motifs invoqués, ou pour le salarié, s'il souhaite se faire préciser les motifs invoqués, de le faire dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre. C'est plus sûr, vous prenez moins de risques. Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. L'employeur doit répondre dans les mêmes formes. Sa réponse n'est pas obligatoire. S'il considère que sa lettre était suffisamment motivée, il n'a pas besoin de revenir dessus. Mais ça peut être très utile dans des cas, il y a des cas par exemple, dans lesquels, vous le verrez ensuite, le juge exige plusieurs mentions dans la lettre de licenciement. C'est le cas de l'inaptitude par exemple. La lettre doit indiquer que le licenciement est motivé par l'inaptitude médicale du salarié et par l'impossibilité de reclassement. Si l'employeur oublie de mentionner l'impossibilité de reclassement, le licenciement est automatiquement sans cause réelle et sérieuse. Donc là, ça lui permet, s'il s'aperçoit de cet oubli dans les délais, de rectifier le tir. Et si le salarié n'a pas demandé de précision, le licenciement ne pourra pas être jugé sans cause réelle et sérieuse pour cette insuffisance de motivation. En revanche, le licenciement pourra être jugé abusif si les motifs qui avaient été invoqués à l'origine par l'employeur sont imprécis et que l'employeur n'a pas répondu à une demande du salarié ou que sa réponse, là encore, est imprécise et insuffisante. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a certains motifs de licenciement pour lesquels il faut être attentif parce que la loi ou la jurisprudence exige que la lettre comporte certaines mentions et la légitimité du licenciement peut en être affectée. Donc, on vous les a résumés dans ce tableau. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Donc, c'est l'exemple que je viens de vous donner, l'inaptitude médicale. Il faut impérativement que ce soit inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ou en cas de refus de la modification du contrat de travail. Il faut indiquer les raisons ayant conduit à envisager la modification et le refus du salarié. Donc, le salarié a 12 mois pour contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail. Le contrôle du juge, il porte sur la régularité de la procédure qui a été suivie par l'employeur, sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, et en cas disciplinaire, sur le caractère fautif des faits invoqués. Et dans le cas de la faute grave, il va vérifier que le contrat de travail a été rompu immédiatement, que le préavis n'a pas été exécuté, parce que ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous savez, en cas de faute grave, pas de préavis, pas d'indemnité de rupture. Et il va vérifier en cas de faute lourde qu'il y avait bien une intention de nuire de l'employeur. En cas de licenciement disciplinaire, le juge ne peut jamais aggraver la qualification qui a été retenue par l'employeur. Si par exemple, l'employeur a notifié un licenciement pour faute simple avec indemnité de rupture et exécution du préavis, le juge ne peut pas, saisi du litige, ne peut pas dire « Ah non, selon moi, il y avait faute grave, donc j'aggrave la décision ». Il pourra seulement soit confirmer la faute simple, soit décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et le dernier point, le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par l'employeur et par le salarié. Dans la majorité des cas, la charge de la preuve pèse équitablement sur les deux parties. Il y a ce que en cas de faute grave ou lourde où c'est l'employeur qui doit amener la preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire de la faute et de sa gravité. Et il faut toujours avoir à l'esprit que si un doute subsiste, il va profiter au salarié. Et bon, alors sur les sanctions, je ne vais pas y revenir, c'est le barème ou en cas de nullité, au moins 6 mois de salaire. Ça, c'est pareil, c'est un vaste sujet. Si vous avez des questions, on pourra y répondre dans la fac. Alors, je vais finir en vous donnant quelques conseils pour rédiger
la lettre de licenciement parce on atteint bientôt la fin des 30 minutes. Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables. Donc, il faut garder à l'esprit ce que je vous disais tout à l'heure, que la lettre, elle a pour objet d'informer le salarié, de lui faire comprendre les raisons pour lesquelles son contrat de travail est rompu, mais qu'en cas de litige, il va falloir être en mesure de prouver tout ce qu'on a avancé dans la lettre de licenciement. Donc, éviter systématiquement les appréciations subjectives ou générales, c'est-à-dire votre comportement m'a vexé ou tout le monde a trouvé ça insupportable. Soyez factuel. Mettez des éléments concrets, objectifs. Il faut mentionner les dates des faits, les noms des personnes impliquées, lister les éléments de preuve sur lesquels on s'appuie et surtout ne pas faire état dans la lettre de licenciement d'éléments dont on ne serait pas en mesure d'apporter qu'on ne serait pas en mesure de prouver quoi devant un juge. Vous pouvez, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, vous pouvez invoquer plusieurs motifs, mais attention, l'accumulation de motifs ne permet pas à elle seule de pallier leur inconsistance. Plusieurs motifs insuffisants à justifier un licenciement ne constituent pas accumuler un motif légitime. Par contre, ça peut influer sur le degré de gravité d'une faute ou voilà. Vous pouvez, pour notifier le licenciement, utiliser les modèles qui ont été créés par le gouvernement et publiés par décret. Faites attention parce qu'il faut souvent les compléter quand même. Ils sont pas toujours complets en fonction du motif. Donc, soyez attentifs. Je vous rappelle qu'en cas d'insuffisance professionnelle, il faut surtout pas se placer sur la faute, ne surtout pas reprocher une faute au salarié, sinon ça fait tomber toute la procédure. Et enfin, dernier point, si une action est intentée au parallèle au pénal contre le salarié, par exemple en cas de, je sais pas, de détournement de fonds, de faits de violence, il ne faut pas mentionner les faits, si vous pouvez, sous leur qualification pénale dans la lettre de licenciement, parce que le pénal tient le civil en état. Donc, si le juge relaxe le salarié, alors le licenciement sera forcément sans cause réelle et sérieuse. Voilà, je vais m'arrêter là parce que donc vous verrez que ça continue. Je vais m'arrêter là parce que le temps est écoulé. Donc, je vous rappelle que vous pouvez tester gratuitement Navis Social. Alors, je vais essayer de répondre à 2-3 questions, mais on va pas avoir le temps. Donc, on fera une fac pour répondre à toutes vos questions. Alors, quand le médecin du travail met les bons termes concernant la dispense de reclassement, doit-on faire une consultation du CSE? Non, alors, selon nous, non. La jurisprudence ne s'est pas prononcée là-dessus, mais a priori, si le médecin du travail a bien coché les cases dispense de reclassement, alors, dans ce cas-là, pas besoin de consulter le CSE. Ceci dit, ça mange pas de pain. Si on veut éviter tout risque contentieux, c'est pas très compliqué de réunir le CSE ou d'aborder le sujet en disant voilà, le salarié a été déclaré inapte et est dispensé. Je vous en informe. Il n'y aura pas de recherche de reclassement dans ces conditions. Voilà. En cas de maladie professionnelle, faut-il obligatoirement que l'inaptitude soit reconnue? Ou le simple fait que le fonctionnement de l'entreprise soit perturbé suffit. Alors surtout pas, parce que en cas de maladie professionnelle, tant que le contrat de travail est suspendu, la rupture ne peut être motivée que par la faute grave ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail sans lien avec la maladie. Donc, c'est par exemple si vous menez une procédure de licenciement économique. Là, oui, vous pourrez licencier, mais il faut surtout pas mentionner que c'est l'absence pour maladie qui perturbe l'entreprise. Là, c'est totalement prohibé. Le licenciement pour absence prolongée ou absence répétée pour maladie, c'est uniquement la maladie ou l'accident non professionnel. Si je reçois ma lettre de notification pour l'entretien préalable le samedi, quand doit se dérouler l'entretien proprement dit SVP? Alors, il faut que je me souvienne, c'est 5 jours ouvrables. Donc, si vous recevez votre lettre le samedi, le délai va commencer le lundi.
Donc, 5 jours ouvrables, ça va nous emmener au vendredi. Mais si le délai expire, ça va nous emmener au vendredi minuit. Mais si le délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable suivant. Donc, par sécurité, n'organisez pas l'entretien avant le lundi, quasiment 10 jours après, quoi. Bonjour, je travaille dans une société de transport. Si mon salarié perd son permis de conduire dans le cas de sa vie privée, il ne peut plus exercer son activité. Peut-il être licencié pour ce motif? Alors oui, j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails tout à l'heure, mais le permis de conduire, en fait, la question à se poser sur un salarié qui perd son permis de conduire, c'est en a-t-il besoin ou pas pour exécuter son travail? S'il a besoin de son permis de conduire comme un chauffeur pour travailler, alors dans ce cas, on peut envisager le licenciement. Mon conseil, c'est de ne pas se précipiter dans ce cas-là, de ne pas foncer bille en tête, essayer de trouver une solution, mais si à l'évidence aucune solution n'est possible, qui peut pas être classée temporairement, si la suspension de son permis va durer plusieurs mois, alors oui, on peut le licencier pour trouble au bon fonctionnement de l'entreprise. Un tiers ayant un mandat express pour licencier peut-il procéder à l'entretien préalable? Oui, s'il a une délégation de pouvoir de mener les procédures au nom de l'employeur, oui, il peut aussi signer la lettre de licenciement. La maladie du salarié interrompt-elle le délai de 2 mois pour sanctionner une faute? Non. Et d'ailleurs, un salarié peut être licencié pour faute pendant son arrêt de travail pour maladie, si par exemple il manque à son obligation de loyauté et que son comportement porte préjudice à l'employeur. Il y a le cas régulièrement en jurisprudence, on connaît la fameuse affaire de la carte postale, le fait d'être en arrêt de travail pour maladie mais d'aller passer ses vacances au soleil. Il s'était arrivé à un salarié qui avait envoyé une carte postale à ses collègues. On ne peut pas le licencier pour ce motif. Il n'a pas commis de faute puisque son contrat de travail était suspendu. Si par contre ce salarié, pendant son arrêt maladie, va travailler pour un concurrent de l'employeur, là il porte préjudice à son entreprise et dans ce cas il peut être licencié pour faute. L'avis du CSE doit-il être rendu immédiatement ou peuvent-ils demander un délai de réflexion? Ça, je suppose que c'est dans le cadre de l'inaptitude. Non, bien sûr, il n'a pas à être rendu immédiatement. Il faut leur laisser le temps il faut leur transmettre des documents. En fait, il faut leur transmettre l'avis du médecin du travail. Et si on a commencé à réfléchir, à recenser les postes, il faut leur envoyer tous les documents qui vont leur permettre de mener une réflexion utile. L'objectif de cette consultation, c'est de trouver une solution pour le salarié inapte. Peut-on poser des congés après le mois lorsque l'employeur reprend le versement des salaires dans le cadre d'une procédure d'inaptitude? Non. Non, surtout pas. La Cour de cassation a jugé que c'était en imposant au salarié de prendre des congés plutôt que de reprendre le versement de son salaire au bout d'un mois et en lui versant l'indemnité de congé payé, l'employeur manquait à ses obligations. En fait, cette reprise du versement du salaire, elle a une fonction, c'est d'empêcher l'inertie de l'employeur. Donc, elle est là pour l'inciter à agir vite, soit reclassement, soit licenciement, mais ne pas laisser le salarié sans rien, puisque quand il a été déclaré inapte, son salaire n'est pas versé. Donc, c'est un dispositif pas totalement de sanction, mais d'incitation pour l'employeur. Donc, si ça lui permet d'écluser les congés payés pour ne pas verser d'indemnité compensatrice de congés payés ensuite, c'est pas le but du dispositif. Bonjour, peut-on imposer aux salariés déclarés inaptes lors de la visite de reprise de poser ses congés payés lors de la procédure de licenciement pour inaptitude? Alors donc, non. Quelle est la différence entre une nullité et une absence de cause réelle et sérieuse? Alors la nullité, elle s'applique soit lorsque c'est prévu par un texte du Code du travail. C'est le cas, par exemple, pour le licenciement discriminatoire. Le licenciement discriminatoire, il est nul. Et ça veut dire qu'en cas de licenciement nul, le salarié a droit d'être réintégré dans l'entreprise.
avec, dans ces cas-là, versement des salaires compris entre sa période d'éviction de l'entreprise et sa réintégration. Ou alors, s'il ne souhaite pas être réintégré, ce qui peut arriver quand on s'est quitté en mauvais termes, il a le droit à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire, plus les indemnités de rupture s'il ne les a pas touchées. En revanche, quand le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le, le, le barème des indemnités, le fameux barème Macron s'applique. Donc, ces dommages et intérêts, les dommages et intérêts du salarié vont être calculés par application de ce barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté. Le salarié, le juge peut proposer la réintégration du salarié, mais c'est laissé au choix de l'employeur et du salarié. Donc, ça n'arrive quasiment jamais que le salarié soit réintégré. Et là encore, le salarié a droit aux indemnités de rupture s'il les a pas touchées au moment du licenciement. Par exemple, s'il a été licencié pour faute grave et que le juge considère que le licenciement n'est pas légitime, alors le salarié pourra récupérer l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle et son indemnité compensatrice de préavis. Quelle est la date à retenir si le salarié ne va pas chercher son courrier de notification de licenciement? Précisément, c'est la date d'envoi de la lettre de licenciement. Auparavant, la Cour de cassation considérait que c'était la date de réception par le salarié. Et puis, en fait, ça posait plein de problèmes, justement, à cause de ça, à cause du salarié qui avait changé d'adresse, à cause du salarié qui n'allait pas chercher son courrier parce qu'il savait que c'était une lettre de licenciement. Donc, la Cour de cassation a changé son fusil d'épaule et considère désormais que la date de notification de la rupture, c'est la date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement. Donc, ça ne change rien que le salarié n'aille pas la chercher. Par contre, l'employeur a tout intérêt à conserver la preuve de son accusé de réception et la preuve du contenu de la lettre, parce que c'est arrivé qu'il y ait des notifications de lettres de page blanche, notamment quand une transaction était envisagée après, parce que vous savez que la transaction doit être signée après la notification du licenciement. Donc, les parties se mettaient d'accord en disant, on fait un faux licenciement, un licenciement de complaisance, ce qui est totalement prohibé, évidemment. Ils envoyaient une lettre blanche et évitez-le si vous voulez pouvoir justifier devant un juge ce que vous reprochez à votre salarié. C'est pour ça que la notification par lettre recommandée électronique est un bon mode de preuve puisque on conserve également non seulement la preuve de l'envoi de la lettre, mais la preuve de son contenu. Doit-on faire un licenciement pour inaptitude? Ça, c'est un cas un peu plus particulier. Salarié licencié pour inaptitude saisit le conseil de prud'homme, faute pour lui d'avoir fait l'objet d'une proposition de reclassement, mais qui n'aurait pas contesté la décision d'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail. Donc ça, je suppose que c'est un salarié protégé. J'imagine un salarié protégé déclaré inapte et dont le licenciement est autorisé par l'inspecteur du travail. Alors normalement, l'inspecteur du travail contrôle la procédure de reclassement. Donc si le salarié considère que la procédure de reclassement n'était pas légitime, ce qu'il doit faire, ça sert à rien qu'il aille devant le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme se déclarera incompétent. Il faut qu'il conteste la décision de l'inspecteur du travail devant alors soit qu'il fasse un recours hiérarchique devant le ministre, soit qu'il fasse directement un recours contentieux devant le juge administratif pour contester la légitimité de la décision de l'inspecteur du travail. Pouvez-vous rappeler à partir de quand le préavis court? Alors là, ouais, c'est une bonne question. Le préavis, lui, court à compter de la présentation de la lettre de licenciement au salarié. Donc, il y a une espèce de zone grise entre l'envoi et la réception de la lettre, effectivement. Un salarié protégé en arrêt, nous allons
devoir embaucher pour le remplacer, pouvons-nous le licencier? Oui, si vous respectez, relisez le PowerPoint et n'hésitez pas à faire le test de Navis Social. Vous trouverez toutes les réponses dans le memento social. Il faut être très attentif à ce que je vous disais au licenciement pour absence du salarié. Il faut vérifier scrupuleusement votre convention collective, voir si elle ne contient pas une période de garantie d'emploi. Si elle contient une période de garantie d'emploi, vous ne pouvez pas prononcer ce licenciement pendant la période qu'elle prévoit. Et puis ensuite, bien motiver la rupture, c'est-à-dire justifier de la perturbation causée par l'absence du salarié et justifier du recrutement qui doit être dans le temps pas trop éloigné du licenciement du salarié. Il faut essayer de se débrouiller pour que ce soit à peu près concomitant. Donc, ne lancez pas la procédure de licenciement trop tôt. Assurez-vous d'avoir un recrutement bien en route avant de notifier le licenciement du salarié. Euh, pour le licenciement, date d'envoi la lettre. Un salarié adresse depuis son téléphone personnel des messages à une autre salariée en arrêt maladie. Elle a peur. Oui, alors possible de sanctionner même si les SMS sont adressés depuis un téléphone personnel. Oui, c'est possible. D'abord parce que vous avez obtenu la preuve, non pas parce que vous avez été la chercher, mais parce qu'un autre salarié vous l'a rapporté. Ça fait écho au fameux arrêt Facebook, là, dont on a beaucoup entendu parler, où les juges ont considéré que, avec certains garde-fous destinés à protéger la vie privée du salarié, mais que une salariée qui avait posté des photos qui avaient porté préjudice à l'employeur. Elle avait posté des photos sur son compte Facebook privé, mais parmi ses amis, drôle d'amis, mais voilà, elle avait une collègue qui a fait des captures d'écran et les a données à l'employeur. L'employeur a pu se servir de mode de preuve pour reprocher une faute à la salariée et la licencier. Donc sur le SMS, attention à la façon dont vous obtenez la preuve, mais en l'occurrence, si c'est une collègue qui vous rapporte des copies d'écran des SMS, alors le mode de preuve est bon. Et la salariée qui en harcèle une autre qui est en arrêt maladie, peu importe qu'elle le fasse sur ses heures de repos, on peut considérer qu'on est sur le terrain de la faute puisque ça se rattache à la vie professionnelle et elle manque aux obligations découlant de son contrat de travail, c'est-à-dire ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité d'un de ses collègues. Bonjour, dans le cadre d'une inaptitude médicale, l'avis du CSE, s'il est négatif concernant le licenciement, peut-il être bloquant? Non, pas du tout. Ce que la loi exige, c'est que l'employeur demande au CSE son avis. Par contre, le sens de l'avis du CSE n'a pas de portée. Si le CSE considère que le salarié ne peut pas être reclassé, ça n'empêche pas l'employeur de lui trouver quand même un poste. Et à l'inverse, si le CSE considère qu'il y a des postes disponibles et que l'employeur, lui, c'est l'employeur qui est titulaire du pouvoir de direction et qui est en mesure de déterminer si oui ou non des postes sont disponibles du moment qu'il le fait loyalement. Donc voilà. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger le PowerPoint et que vous pouvez faire un essai de Navis social. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.